Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Entre deux séances. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 6e émission. Ça me fait un peu rire que ce soit la 6e émission. Déjà 6 c'est mon chiffre porte-bonheur, enfin mon chiffre fétiche. Et ça me fait rire aussi dans le sens où je me suis lancée dans le podcast. Si vous vous souvenez bien, le premier épisode, je vous ai dit que ça sortait un peu de nulle part. Je me suis lancée dans ce podcast sans savoir jusqu'où ça allait aller. Et puis là, on est déjà à la 6e semaine consécutive. Alors, ça ne veut pas dire que je sais où ce podcast va aller. Mais pour l'instant, il suit son cours. J'aime bien ce qui s'y passe. Je reçois toujours des avis très positifs, des retours très positifs du podcast. Donc, ça me fait super plaisir. Et ça me motive à continuer, évidemment. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine numéro 8. Pour ma part, elle fut bonne, elle fut mouvementée. Elle fut mouvementée que ce soit au niveau pro comme au niveau perso. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand je ferai mon débrief de la semaine. Je vais juste ressortir un petit stylo parce qu'il me semble qu'il y a des petits trucs que j'ai pas notés. Donc juste pour pas oublier de vous en parler. Voilà. Nous sommes lundi 23 février 2026 et donc la semaine numéro 8 est achevée. Je vous enregistre cet épisode un lundi plutôt qu'un dimanche parce que ce week-end j'étais complètement off, mais encore une fois j'aurai l'occasion de vous en reparler dans ma rubrique ma semaine. Aujourd'hui du coup j'ai aussi des questions. J'ai pas oublié de mettre la boîte à questions, enfin j'ai presque oublié, mais comme hier j'étais dans le train et je me suis dit demain il faut que j'enregistre le podcast, j'ai eu une genre de lumière qui s'allumait dans mon cerveau et j'ai fait la story tout de suite avec la boîte à questions. Donc j'aurai des questions à la fin. On va parler de ma semaine en premier. Ensuite dans les sujets de la semaine, je vais avoir pas mal de choses. On va voir si on va parler de tout. Mais j'ai eu un message sur Instagram d'une jeune ortho qui me demandait de parler de mon expérience en Martinique. Donc ce sera un sujet qui sera abordé dans les sujets de la semaine. Je vais vous reparler des bilans de prévention parce qu'il y a pas mal d'orthos qui en ont parlé dans leur communication cette semaine, notamment Estelle, donc ero.orthophonie sur Instagram, dont je vous parlais la semaine passée, et aussi Marie orthophoniste, donc on va en reparler. On va parler du délire des ordonnances périmées, parce que j'ai vu un post passer sur Ortho Info qui parlait de ça, donc on aura l'occasion d'en parler. Et on va parler de la revue de l'orthophoniste que j'ai reçue, donc l'édition de février 2026, que j'avais oublié la dernière fois et que cette fois-ci je l'ai sous les yeux. Je l'ai lu dans le train hier, j'ai pris des petites notes, il y a des petits passages que j'ai surlignés. Donc j'aimerais qu'on reparle notamment de 2 rubriques. Une rubrique sur le statut d'étudiant hospitalo-universitaire pour les orthophonistes. Ce sera assez court, il n'y a pas grand-chose à dire. Et une dernière rubrique qui parle du doute clinique, du doute en tant que thérapeute. Et je trouve ça hyper intéressant parce que on peut faire un peu le lien avec ce dont je vous ai parlé la semaine passée. Donc on parlera de tout ça. Ça, c'est pour les sujets de la semaine. On verra si on aura le temps de tout faire. Ce sera peut-être un épisode long ou alors un épisode d'1 heure, mais il y a des choses peut-être que je transférerai à la semaine prochaine, des choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et pour finir, du coup, les questions des auditeurs et des auditrices. Et ben on y va. Donc, pour cette semaine numéro 8, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, ce qui s'est passé cette semaine, n'importe quoi. Donc oui, je rappelle, ce podcast est sans montage, sans coupage. C'est vraiment genre je parle pendant 1 heure et je vous poste ça brut, pas de bullshit, que de l'authentique. Donc lundi 16, il y a eu le post sur les bilans de prévention et d'accompagnement de Estelle, pardon. De Estelle, donc je vous en parlais tout à l'heure, ero.orthophonie. Donc elle a fait un post sur les bilans de prévention, elle a parlé de la rentabilité des bilans de prévention, elle a partagé ses trames, elle a partagé plein de trucs autour de ça. Franchement, j'ai trouvé ça top, top, top. J'y ai pas encore mis mon nez, parce que je vous avoue que je suis pas encore hyper à l'aise, et je crois que je vous en parlais la semaine passée, hyper à l'aise avec les bilans de prévention. Il faut que je me renseigne, il faut que j'intègre le but du bilan de prévention, et qu'ensuite j'essaye d'en faire. Parce qu'en fait, j'ai eu le malheur d'en faire un, et finalement, le gamin, je l'ai pris en rééducation. Du coup, normalement, c'est pas du tout ça le but. Le but d'un bilan de prévention, c'est de prendre les parents et l'enfant en bilan, de prodiguer des conseils en attendant qu'ils aient une place chez l'orthophoniste. Le problème, c'est que moi, quand je vois un enfant en détresse en bilan,
Je peux pas m'empêcher de le prendre en rééducation après. Donc ça a pas très, très bien marché, mais c'est pas grave. Il y a eu un post de Marie aussi cette semaine, donc comme je vous disais, Marie orthophoniste, sur les raccourcis clavier et j'ai trouvé ça génial. C'est un truc dont personne parle et c'est hyper, hyper intéressant. Donc en fait, Marie, elle a intégré des raccourcis clavier sur son téléphone et donc par exemple, si elle doit envoyer un message à ses patients, je sais pas, je vais dire une connerie. Moi, par exemple, j'ai dans mes notes un message tout fait pour la procédure pour s'inscrire en liste d'attente. Et à chaque fois, je fais copier-coller. Donc, en réalité, c'est pas très long. Mais je pourrais très bien intégrer dans mes réglages un raccourci clavier. Et donc, j'écrirai par SMS euh, procédure LDA, tout collé. Et ça m'écrirait automatiquement tout le message, le très long message que j'ai préparé pour la procédure d'inscription à liste d'attente. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça parce que cette semaine, je suis en vacances. Je vais essayer de faire ça cette semaine et ça va me faire gagner un peu de temps et je vais me mettre sur d'autres SMS ou d'autres automatisations aussi qui vont me permettre de gagner du temps sur des choses que j'avais peut-être pas encore automatisées. Je vais revenir sur le post de Marie et franchement, j'ai trouvé génial. Je voulais repartager en story, mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir son compte. Lundi, j'ai débuté aussi une cure entre guillemets de magnésium parce que j'étais un peu fatiguée en ce moment et je sens que mon corps, malgré le sommeil, mon corps a du mal à récupérer et du coup, je pense que j'ai besoin de magnésium. Normalement, du magnésium, de toute façon, on devrait en prendre tout le temps. Donc là, j'ai acheté du magnésium bisglycinate et j'ai commencé ma cure lundi et franchement, dès le premier jour, je pense pas qu'il y ait d'effet placebo en réalité parce que les soirs où j'oublie de le prendre, je sens que je dors moins bien. Le lundi, j'ai pris mon magnésium, j'ai passé une trop bonne nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée beaucoup moins fatiguée que d'habitude. Donc, j'essaye d'être bien régulière sur ma prise de magnésium. J'ai commencé lundi, ça m'a fait vraiment du bien. Mardi, c'était une rude journée. Une rude journée, donc j'ai fait mes 3 DOM le matin. Je suis allée à la salle de sport. Je me suis un peu améliorée sur mes tractions. Donc je suis contente. Je ne vous ai pas filmé parce qu'il y avait du monde mardi. Comme c'est les vacances scolaires dans ma zone, il y avait pas mal de monde à la salle, donc j'ose pas filmer parce que je veux pas qu'on voit les gens sur les vidéos. Et puis même, ça me met mal à l'aise quand il y a du monde de me filmer à la salle. Donc je suis allée à la salle de sport, j'ai fait mes 3 DOM. C'était un petit peu sport parce qu'à midi, au lieu de rentrer chez moi pour aller déjeuner, j'avais programmé un bilan de déglutition à l'EHPAD pour une des patientes que je suis déjà à l'EHPAD le jeudi. Mais le jeudi, c'est toujours un peu short comme je fais une journée exclusivement à domicile. Donc je m'étais dit, ben, juste après mon dernier domicile mardi matin, je fonce à l'EHPAD, je fais mon bilan de déglute et après j'enchaîne avec mon après-midi. Donc j'ai fait mon bilan de déglute qui s'est plutôt bien passé, je connais la patiente, etc. Mais les cuisines avaient un peu de retard et en fait, ils avaient oublié l'assiette de ma patiente. Tout le monde avait son assiette sauf la mienne. Donc j'avoue que ça a un peu traîné et au final, j'ai eu 10 minutes pour manger. Et j'ai mangé, il était presque 14 heures, donc c'était vraiment la course. J'ai eu 10 minutes pour manger. Ensuite, j'ai eu mon petit patient autiste, donc je vous ai mis une story mardi. Je me suis fait griffer par mon patient. Il y a eu une petite crise de frustration qui a été difficile à gérer pour lui. Et donc, je me suis bien fait griffer. J'ai dû aller voir mon collègue podologue pour qu'il me passe un peu de bétadine pour désinfecter. Parce que, bon, j'ai quand même un peu saigné, quoi. J'ai quand même un peu saigné. Voilà pour mon mardi. Je suis rentrée assez tôt parce que comme j'avais mis un bilan le midi, j'avoue, je m'étais un petit peu allégée sur le soir. J'avais des patients absents comme c'était les vacances et je me suis dit: «Bon, bah, c'est tout, je rajoute personne, je vais déjà avoir une journée chargée comme ça». Je suis rentrée assez tôt le mardi et ça m'a fait du bien. Mercredi, eh ben, j'ai fait mon mercredi, au cabinet toute la journée. Ça s'est bien passé, j'ai même pas eu d'absent. J'ai fait une très belle journée sans absent. Donc pour un mercredi de vacances scolaires, je suis franchement contente et j'avais pas fait de surbooking, mais il y a des patients qui ont pris rendez-vous sur le mercredi parce qu'ils avaient plus de place sur les autres jours et donc j'avais bien rempli mon mercredi, j'étais vraiment contente. Et mercredi soir, j'ai fait un live sur Instagram avec Victoria. Donc son pseudo Instagram, c'est Ortho en rodage. ORTHOENRODAGE. Ortho en rodage. Et c'était sur la frontière entre le pro et le perso. Comment trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'était hyper intéressant. Je vais pas vous refaire le live parce qu'on a discuté pendant bien 1 heure et demie. Mais par contre, le live, il est dispo sur Spotify. Et donc le nom, c'est Ortho en rodage papote. Donc ortho en rodage, je vous refais l'épellation. ORTHOENRODAGE papote. PAPOTE. Donc c'est dispo sur Spotify si vous êtes intéressé pour écouter
nous écouter blablater pendant 1 heure et demie sur l'équilibre pro-perso, sachant qu'on a vachement aussi dévié, hein. Vous me connaissez, moi, souvent, quand je pars sur un sujet, je divague, mais c'était hyper, hyper cool. Il y avait un petit peu de monde sur le live, donc on a pu un peu discuter aussi avec les participants. C'était vraiment chouette. Jeudi, jeudi d'homme, comme d'hab, plus un bilan de déglute le midi. On m'avait demandé pour un autre patient de faire un bilan des glutes, donc je l'ai fait. Et donc, la journée était vraiment, vraiment sport. De 9 h à aller 18 h, 18 h 30, j'ai eu 10 minutes pour manger le midi. J'ai pas eu d'autre temps de pause. Donc, c'était un petit peu costaud, ouais. Alors, il y a une patiente pour qui j'ai sa clé. Je suis arrivée chez elle, elle n'était pas là. Donc vraiment, j'étais dans son appart, il y avait personne puisque son mari était parti à l'hôpital. Enfin bref, donc c'était assez cocasse. J'ai passé la carte vitale pour les séances que je devais régler parce que c'était la fin du mois. Et du coup, je suis repartie. Mais c'était assez marrant. Du coup, je me dis bon, les gens me font vraiment confiance parce qu'ils me laissent leurs clés. Ils sont pas là et je suis quand même chez eux. Bon, je les ai appelés pour savoir si tout allait bien, évidemment. Et c'est là que j'ai su que son mari était parti à l'hôpital pour rien de grave, hein. Il s'était juste fait mal au poignet. Mais j'ai trouvé ça vraiment cocasse comme situation de me retrouver chez les gens à passer la carte vitale alors qu'ils sont pas là. Bref, j'ai reçu un mail mercredi, pardon, de Guillaume Lefebvre pour me demander s'il pouvait me mentionner dans sa newsletter. Donc jeudi, Guillaume Lefebvre m'a mentionné pour la 3e fois dans sa newsletter. Donc je suis très très reconnaissante. Je me sens très reconnaissante envers Guillaume qui a quand même une audience très très large via sa newsletter, une audience très large d'orthophonistes. Et à chaque fois que je suis mentionnée dans sa newsletter, je reçois beaucoup, beaucoup de gens qui s'abonnent sur mon compte Instagram. Donc, je le remercierai jamais assez de me mentionner à chaque fois. Et du coup, je ressens beaucoup de gratitude. Et aussi, je me dis qu'il me mentionne parce qu'il apprécie mon travail et qu'il trouve que c'est qualitatif. Donc, ça me fait aussi plaisir de me dire que il me mentionne pour moi, s'il me mentionne, c'est quand même preuve de qualité, gage de qualité, et ça veut dire qu'il est plutôt satisfait de ce que je produis, même si il n'y a pas de rapport hiérarchique là-dedans, mais il trouve que ce que je produis est chouette. Donc c'est très bien, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, il m'a mentionné dans sa newsletter pour parler des Visiotrams, dont je vous ai bien parlé la semaine passée. Et j'ai eu pas mal d'inscriptions à la suite de sa newsletter, donc franchement, c'est super cool. Je suis trop contente qu'il y ait de nouvelles personnes qui découvrent les Visiotrams. J'espère que ça leur apportera toutes les bases et les connaissances nécessaires pour faire des bilans efficace et rentable, pertinent, sans y passer trop de temps. Donc voilà, j'ai super hâte. Les prochaines sessions sont au mois de mars. Donc ça va être trop cool. Jeudi, mon chéri a passé une certification au boulot qu'il a réussi. Je ne vous laisse pas attendre trop longtemps. Donc j'ai eu une semaine assez riche parce que, comme je vous ai dit, mardi et jeudi, j'ai eu 10 minutes pour manger. Mercredi soir, live avec Victoria. Lundi soir, je suis allée à la salsa, etc. Et tous les soirs, en plus, avec Thomas, du coup, on révisait pour sa certification. Donc c'est vrai que j'ai eu une semaine hyper, hyper rude. Je vous avais promis un post sur #orthophonie et en fait, j'ai pas réussi à suivre le rythme avec tout ce que j'avais fait. Donc, jeudi, Thomas a passé sa certification qu'il a réussi. Je suis trop contente parce qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus. Je l'avais aidé pas mal. Et vendredi, nous sommes partis à Rennes avec Thomas. On est allé passer un week-end chez ma meilleure amie. Donc, c'était trop chouette. Ça nous a fait un petit peu changer d'air. C'était cool. Moi, ça m'a fait super plaisir de revoir ma meilleure copine. Et puis, on a passé un chouette week-end. On a joué aux jeux de société. On est allé au resto. On s'est baladé. On a fait plein de petits trucs hyper sympas. Ça m'a fait grave du bien. Et là, du coup, cette semaine, je suis en vacances. Donc, je vais vraiment pouvoir me reposer, faire les choses que j'ai envie de faire à la maison, avancer sur Ortho Sereine. Voilà, vendredi matin, avant de partir à Rennes, je suis allée au cabinet pour faire tout ce qui était bilan, papier relou, etc. En me disant, je pars là en vacances, en me disant que toutes les choses qui doivent être faites pour le cabinet sont faites et je me consacre que à moi et un peu à Ortho Sereine, puisqu'il faut quand même que Ortho Sereine continue d'être alimentée. Mais ça, c'est un travail qui me demande pas trop enfin, ça me demande de l'énergie, mais je trouve pas ça aussi contraignant que de faire des bilans, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. J'adore faire de la création de contenu, même si parfois je manque d'inspiration. Là, en ce moment, je sens que, comme la semaine dernière, j'ai un regain d'inspiration, donc pour l'instant, c'est cool. Mais voilà pour ma semaine numéro 8, qui était très riche. Là, je sens que le rythme va s'apaiser un petit peu, ça va me faire du bien. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de sport cette semaine.
parce que, j'étais trop fatiguée, trop prise par plein de choses. Mais c'est pas grave. Là, cette semaine, je suis en vacances. Ce matin, on est allé à la salle de sport avec Thomas, ça m'a fait beaucoup de bien et on va reprendre le rythme tranquillement. Voilà pour ma semaine. Eh beh, écoutez, on va passer au sujet de la semaine. Donc en premier, j'avais mis mon expérience en Martinique. Alors, pour vous parler un petit peu de mon expérience en Martinique, je sais pas jusqu'où je vais aller, mais je vais vous en parler comme ça me vient là. J'ai rien préparé, j'ai vraiment juste noté mon expérience en Martinique sur mon carnet. J'ai pas noté de grandes idées à vous donner, mais on va y aller. Donc, moi, je suis diplômée du centre de formation de Brest. Donc, j'ai fait mes 5 ans à Brest. Et juste après mon diplôme en juillet 2023, on est parti en Martinique avec mon chéri pendant 1 an. En fait, il faut savoir que moi, ce projet de partir outre-mer, c'est un projet que j'ai depuis que je suis rentrée en école d'ortho quasiment. Franchement, dès la première ou la deuxième année, je savais déjà que je voulais partir. Et moi, j'ai rencontré Thomas quand j'étais en deuxième année, enfin l'été entre la première et la deuxième année. On s'est rencontrés sur un festival et on s'est mis ensemble, sachant qu'il y avait la distance, parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur un festival dans ma région, donc dans les Hauts-de-France. Et moi, je faisais mes études à Brest. Et donc, je lui avais dit, ok, on s'entend bien et tout, mais moi, je vis à Brest, j'en ai encore pour 4 ans. Et en plus, après mes études, moi, j'ai prévu de partir genre à La Réunion ou en Guadeloupe ou en Martinique. Donc, imagine, on se met ensemble, ça tient, on verra quoi. Il m'avait dit, non, mais tu vois super loin. Enfin, je veux dire, on se connaît depuis une semaine. Bref, bon, finalement, vous connaissez le plot twist, c'est qu'il est parti en Martinique avec moi. Et du coup, c'était un projet solo à la base, puisque c'est un projet que j'avais eu en première année. J'étais célibataire à ce moment-là, ou en tout cas, j'avais des petits copains avec qui je savais que ça allait pas durer. Et quand ça a commencé à se rapprocher avec Thomas, quatrième, cinquième année, on s'est décidé sur un département d'outre-mer où on voulait aller. On a choisi la Martinique de façon assez arbitraire. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais plus pourquoi. Je pense qu'il y avait un délire avec les requins. Je crois qu'à La Réunion, il y a des requins. Alors, ceux qui sont à La Réunion, s'il n'y a pas de requins, me tapez pas. Mais je crois qu'il y avait vraiment un délire comme ça. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. On a choisi vraiment de façon arbitraire. Donc, on est parti en Martinique. Thomas, à l'époque, était professeur des écoles. Et donc, on s'était paxé, etc., pour qu'il ait sa mutation. Mais pour être muté quand tu es prof des écoles en Martinique, c'est impossible. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de points. Et Thomas, il avait genre 20 points, un truc comme ça. Donc, il a pris un congé sabbatique, une année sabbatique, et il a bossé dans une école hors contrat de l'éducation nationale, donc une école vraiment qui est financée par les parents ou financée par des dons, etc., ou par des mécènes. Il a bossé dans une école comme ça pendant 1 an. Et moi, j'ai fait une collab. Donc en fait, ce qui se passe dans les départements d'outre-mer, c'est qu'il y a un énorme turnover. C'est beaucoup bon, c'est essentiellement des dames, hein, donc je vais dire des dames qui sont orthophonistes, qui sont titulaires de leur cabinet et qui ont des bureaux supplémentaires pour accueillir des collaboratrices qui globalement restent 1 an, 2 ans, 3 ans, gros max. Et il y a un turnover, les gens... En fait, de base, en Martinique, il y a beaucoup de métropolitains qui viennent pour une période définie, qui repartent, qui vont ailleurs ou qui rentrent en métropole, et donc qui prennent des petits jobs comme ça. Et donc moi, j'avais pris une collaboration dans la commune du François. Et nous, on a habité à Ducos. Pendant l'année, on a habité à Ducos. L'école de Thomas était à Ducos. Et moi, mon cabinet, du coup, était au François. Et donc, ma titulaire était très, 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 très sympa. Franchement, j'ai rien à dire. Euh, c'était... C'était une super première expérience parce que elle m'a appris beaucoup de choses. Elle a vraiment été là pour me lancer en libéral, parce que quand même, quand tu sors d'études et que tu dois te lancer en libéral, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un avec toi. Parce que je pense que tu tâtonnes. Au début, tu tâtonnes, tu fais des trucs, tu dis, oh, est-ce que ça j'ai le droit, est-ce que ça j'ai pas le droit. Et donc là, elle était vraiment là pour me guider, pour apprendre à utiliser le logiciel de télétransmission, pour poser mes bases avec les patients, poser mes limites, etc. Donc ça, c'était vraiment une super belle première expérience. J'ai beaucoup apprécié faire une collaboration pour commencer. Ça m'a permis de me lancer dans le libéral avec quelqu'un qui me prenait sous son aile. Et j'ai rencontré des superbes personnes, puisqu'il y avait 2 autres collaboratrices qui se reconnaîtront si elles m'écoutent. J'ai rencontré des super personnes avec qui j'ai encore des contacts, donc c'est super chouette. Il y en a une qui est rentrée en métropole en même temps que moi et l'autre qui est partie en Guyane. Donc elle a poursuivi un petit peu son chemin ultramarin, alors que nous, on est rentrés en métropole.
Mais voilà et donc en fait, comment j'ai trouvé mon poste de collaboratrice? Et ben, j'ai trouvé sur un groupe Facebook. Je m'étais inscrite déjà quand j'étais en études, je m'étais inscrite sur les groupes Facebook, orthophoniste à l'étranger, orthophoniste et Martinique, orthophoniste en Guadeloupe, orthophoniste à La Réunion, orthophoniste en Guyane et cetera et cetera et donc quand on avait choisi la Martinique, je suis allée sur le groupe, orthophoniste de Martinique. J'ai cherché une annonce ou j'ai posté une annonce, je ne sais même plus. Mais dans tous les cas, si vous cherchez du boulot dans les DOM, il y en a à revendre. Même si vous vous y prenez un peu à la dernière minute, je pense que vous trouverez. Je peux pas vous assurer que vous allez trouver, mais pour moi, je pense que vous pouvez trouver du taf à la dernière minute. Et donc moi, j'étais tombée sur une annonce, soit j'en avais fait une et ma titulaire m'avait envoyé un message pour me proposer le contrat de collaboration. Et ça s'est fait comme ça, en fait, ça s'est fait via Facebook. Elle m'a envoyé un contrat par mail, ensuite que j'ai signé, je lui ai renvoyé signé. Ça s'est fait assez facilement, franchement, c'était vraiment pas compliqué. Et une fois qu'on est arrivé en Martinique, on a été pris en charge par la directrice de l'école de Thomas, qui nous a logés quelques jours, le temps de pouvoir emménager dans notre appartement. Et c'est aussi la directrice de Thomas qui était venue nous chercher en voiture à l'aéroport. Et pour l'appartement, on l'avait trouvé via Le Bon Coin, il me semble. On avait fait une visite en visio. Et on avait choisi l'appartement comme ça, on avait payé la caution par virement. Alors on aurait grave pu se faire arnaquer parce que dans mes souvenirs, on avait payé la caution par virement. Donc ils auraient très bien pu garder notre caution et puis nous envoyer paître. Mais je crois qu'on avait fait pareil, on avait signé un contrat par mail, on leur avait renvoyé signé et après on avait payé la caution par virement. Et du coup, on avait un appart directement en arrivant, juste il n'était pas dispo directement. Il était dispo une semaine ou deux après notre arrivée. Du coup, la directrice de Thomas nous avait logés dans une super maison d'ailleurs. Enfin, c'était magnifique. Et donc voilà comment on est arrivé en Martinique. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience en Martinique. Honnêtement, le temps, la météo, ça c'est indéniable, c'est très très agréable. Quoique nous, on est arrivé en août et il faisait une chaleur abominable, avec un taux d'humidité très très élevé. Taux d'humidité, si je dis pas de conneries, il était toujours supérieur à 70%. Et encore, je suis peut-être gentille, je me souviens plus très bien, mais franchement, il y avait un taux d'humidité abominable en août, septembre, octobre. Et tous les collègues de Thomas lui disaient, ah bah là, t'arrives à la pire période, il fait super humide, il fait très très chaud. Mais il nous avait tous dit, là, tu vas passer la pire période et après novembre, décembre, janvier, février, tu vas voir, tu vas kiffer, ça va être trop bien. Et effectivement, à partir du mois de novembre, c'était un pur bonheur. Le taux d'humidité était un petit peu moins élevé. La chaleur était toujours présente, mais moins étouffante. C'était agréable, c'était agréable. Franchement, moi, je suis quelqu'un qui adore le soleil, même si j'ai une peau de rousse et que je crame. J'adore la chaleur, j'aime pas le froid. J'aime pas le froid. C'était trop bien. On allait à la plage tous les week-ends. On a passé Noël le 25 décembre. On était à la plage en maillot de bain, on se baignait. La famille de Thomas était venue en Martinique pour qu'on fête Noël tous ensemble. Le 25, on était à la plage. Pareil, le Nouvel An, on a fait une pool party, il y avait des palmiers, cocktails, on était tous en maillot de bain dans la piscine le 31 décembre. Franchement, c'était incroyable, incroyable, j'ai adoré. Et là, justement, ça fait plusieurs jours avec Thomas qu'on se dit qu'on aimerait bien retourner en Martinique, mais pour des vacances. Et donc, je pense que ça va se faire d'ici quelques mois ou au max un an. On a vraiment, vraiment envie d'y retourner. Il y a plein de signes. Enfin, moi, je crois un peu au destin et aux signes. Mais il y a plein de signes en ce moment qui nous ramènent à la Martinique ou en tout cas aux Caraïbes. Et à chaque fois avec Thomas, on se dit putain, ça nous manque quand même, on a envie d'y retourner. On était resté un an seulement parce que Thomas avait des problèmes de santé sur lesquels je m'étalerai pas. Mais on avait dû rentrer en métropole au bout d'un an. On savait pas combien de temps on allait rester. En fait, quand on a prévu d'aller en Martinique, on s'est dit on reste un an parce que de toute façon Thomas est prof. Donc on pouvait pas rester moins d'un an. Lui, il fallait qu'il fasse son contrat d'un an pour l'année scolaire, quoi. Et donc, on s'était dit, on reste un an minimum et après, on voit. Et en fait, bon, pour les problèmes de santé de Thomas, on a dû rentrer en métropole. Euh, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, on serait peut-être resté 2 ans, peut-être. C'est possible, hein. Franchement, on y était vraiment bien. Il y a juste notre appart qui n'était pas terrible. Quand tu es en Martinique et que tu as un appart avec une toute petite terrasse qui donne sur un axe où il y a beaucoup de circulation, c'est très désagréable. Franchement, on allait sur la terrasse, on s'entendait pas parler tellement il y avait de voitures.
Pas vraiment d'extérieur exploitable, pas de piscine. Ça fait très princesse, mais franchement, quand t'es en Martinique et que t'as pas de piscine, ça fait chier, quoi. Et puis à Ducos, on n'avait pas la mer. Il fallait qu'on fasse au moins 10-15 minutes de voiture pour aller à la plage, donc ça, c'était pas un souci. Mais du coup, tu pouvais pas aller à la plage comme ça en claquant des doigts. Il fallait quand même prendre ta voiture, machin. Donc, si je devais y retourner, j'essaierais de prendre quelque chose sur la côte quand même, un logement sur la côte où j'ai accès à la plage plus facilement. Ducos, on était quand même vachement en ville et on était dans les terres. Mais c'était un bon patelin, franchement, j'ai rien à dire. Ce qui était bien avec Ducos, c'est qu'on était très central sur l'île, qu'on avait accès facilement à tout et qu'on faisait pas plus d'une heure de route pour aller d'un point A à un point B. Parce que comme on était central, on pouvait aller aussi bien au nord de l'île qu'au sud de l'île en 1 heure 15 maximum. Alors que quand tu es au sud de l'île et que tu veux aller au nord, bon là, tu as quand même un peu plus de route, forcément, c'est mathématiquement logique. L'avantage de Ducos, c'est qu'on était central. Enfin, on était sur un point central, mais on n'était pas sur la côte, il n'y avait pas la plage, etc. Donc ça, c'était un petit peu heureux. Notre gros point noir Martinique aussi, ça a été les voitures. Franchement, les voitures là-bas, je ne sais pas si on n'a pas eu de chance, si on a eu une malédiction, ou si c'est généralisé, mais on a eu des gros problèmes de voitures qui nous ont coûté quand même pas mal d'argent. Et il y a même eu un moment où on avait une voiture accidentée, donc qui ne pouvait pas rouler parce qu'elle était au garage et ça traînait, les procédures avaient pris beaucoup de temps. Enfin, du coup, moi, j'avais plus de voiture, il nous restait qu'une seule voiture pour deux. Et cette voiture-là est tombée en panne. Donc, il y a même un moment où on s'est retrouvé sans voiture. Donc, c'était vraiment, vraiment la galère. Quand on n'avait qu'une seule voiture, il nous restait la voiture de Thomas. Donc, moi, je le conduisais à l'école, puis j'allais au cabinet. On arrivait à s'arranger. Thomas se faisait ramener par ses collègues, etc. On arrivait à peu près à se débrouiller. Heureusement que j'avais pas de domicile. En Martinique, je faisais que du cabinet. Mais quand la deuxième voiture est tombée en panne, c'est là que ça a commencé à vraiment devenir la galère. On a dû louer une voiture. Donc, ça nous a coûté, en plus des réparations sur les voitures, ça nous a coûté la location, qui était quand même pas donnée parce qu'on est quand même sur un lieu relativement touristique. Hein. La Martinique, ça reste quand même plus ou moins une station balnéaire. Les gens viennent en vacances, donc les locations de voitures sont vraiment pas données. Donc ça nous a coûté un petit billet. On a eu un peu une malédiction avec les voitures. Je ne vais pas vous mentir, on a eu des accidents de voiture assez violents. Ça aurait pu nous coûter la vie. Donc je m'estime quand même chanceuse d'être toujours en vie aujourd'hui parce que franchement, je vous noircis pas le tableau. Il y a vraiment un accident en particulier qui aurait pu nous coûter la vie. En tout cas, moi, parce que la voiture, donc on n'était pas du tout en tort. La voiture qui nous est rentrée dedans, à quelques centimètres près, elle était dans ma portière, elle aurait pu me couper les jambes. Enfin, et j'aurais pu peut-être y rester, enfin, j'en sais rien, mais c'est là qu'on se dit qu'il y a un effet papillon, il y a quelque chose qui nous protège. Et là, je me suis vraiment sentie protégée et je me suis dit que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'il y a une voiture qui nous a foncé dedans à 70 km/h alors que nous, on était à l'arrêt. Donc, ouais, c'était quand même assez impressionnant. Et donc, bah, la voiture était épave, enfin, pas épave, mais elle était très accidentée. Et donc, elle est restée plusieurs semaines, voire 2 mois, je crois, au garage. C'était sur la fin de notre séjour. On devait être en mars ou en avril, je crois. Donc, on a récupéré la voiture ensuite, pas longtemps avant notre départ. On a dû la revendre rapidement. Mais ouais, on a eu un peu une malédiction avec ça, mais c'est pas grave. Là, maintenant, j'en parle, je suis totalement apaisée avec ça. Mais on a quand même eu beaucoup de soucis avec ça. Enfin, ça a été beaucoup d'anxiété, beaucoup de réflexion, d'anxiété. En fait, c'est le mot. Ça a été beaucoup d'anxiété quand on était là-bas, cette histoire de voiture. Que ce soit au niveau organisationnel ou aussi au niveau, ben, on a failli y passer, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur la Martinique. Je sais pas si après, il y avait peut-être des questions par rapport au travail. Donc moi, je faisais 4 jours au cabinet complet, du lundi au jeudi. J'avais mon vendredi free. J'avais essentiellement de jeunes patients, donc des petits langage oral, langage écrit. Il y avait quelques patients voix sur la fin. Je commençais à m'être formée en voix sur la fin de mon année. Donc j'avais une ou deux patientes voix, c'était des femmes. Et j'avais quelques patients neuro qui venaient au cabinet et j'avais une patiente à domicile, mais j'y allais à pied parce que c'était juste en bas du cabinet. J'avais quand même quelques patients neuro, j'en avais pas mal. Des patients neuro, j'en avais moins qu'à l'heure actuelle, mais j'en avais quand même quelques-uns. J'avais essentiellement des enfants quand même, langage écrit, langage oral. C'était ce que j'avais le plus. Et comme c'est ta première année d'exercice, t'es tellement content de bosser que tu prends un peu ce qui vient. Enfin, c'est trop cool.
Et comme on était toujours 3 au cabinet, on avait quand même la chance de pouvoir échanger entre nous sur des cas qui nous paraissaient complexes. Mais voilà, franchement, c'était hyper bien. J'ai trop kiffé. Si vous ressentez l'envie de partir dans les DOM, etc., que ce soit la Martinique ou autre chose, faites-le. Et je pense que vous avez rien à perdre. Moi, je dis toujours, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est pas pour copier Big Flo et Oli, mais c'est la vérité. Il y a des choses pour lesquelles j'ai des remords par rapport à la Martinique, mais c'est tout. Je suis en paix avec ça et voilà. Et je me dis, ben, je préfère l'avoir fait et avoir des remords plutôt que de ne pas l'avoir fait et de toute ma vie me dire, oh là là, je voulais partir en Martinique et je l'ai pas fait. Donc là, au moins, je me dis, j'ai pas de regrets, je l'ai fait. Et finalement, on en ressort grandi avec Thomas. Euh, c'est une étape de notre vie qui a renforcé notre relation. C'était aussi une étape de notre vie très importante pour nous parce que moi j'étais à Brest et pendant toutes mes études à Brest, donc on est resté 4 ans ensemble et j'étais en études. Thomas vivait encore chez ses parents et donc Thomas a quitté le cocon familial le jour où on est parti en Martinique et on a emménagé ensemble en Martinique. Donc c'était aussi un pari pour nous. Même si ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et qu'on savait qu'on s'aimait, etc., on n'avait jamais vécu ensemble. Et on a vraiment pris le pari de se dire, bon, bah, on emménage ensemble, mais à des milliers de kilomètres de nos familles. Et si ça se passe mal, eh ben, on sera seuls. Donc, on a pris ce pari-là, enfin, pas contre toute attente. Moi, je sentais que ça pouvait bien se passer, mais voilà, c'était quand même risqué. Ça aurait pu mal se passer, ça s'est très bien passé et on en est ressorti grandi. Notre relation est plus forte que jamais. Et je suis super contente pour ça. Mais c'était quand même un pari. Pari réussi, mais un pari. Voilà pour mon expérience en Martinique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je pourrais vous répondre avec plaisir. Deuxième sujet de la semaine, donc c'était les bilans de prévention. Alors, est-ce que je vais vraiment m'attarder sur le sujet? Je ne sais pas. En fait, limite, il faudrait que je retrouve les posts des filles. Donc, je vais aller sur Instagram. Et donc, on va aller voir. Marie Orthophonis. Allez, on commence par Marie, qui a fait comment j'ai simplifié le bilan d'accompagnement. Donc, elle nous note, le téléphone sonne tous les jours, la liste d'attente explose, les parents sont en demande malgré tout, et malgré tout, des annulations, des absences, des créneaux perdus et du temps qui pourrait être utilisé pour aider des familles. As-tu pensé au BPA? Donc, bilan de prévention et d'accompagnement. Et donc, elle nous dit que le BPA sert à recevoir les patients en attente, accueillir la plainte, rassurer les parents, donner les premiers conseils et orienter vers d'autres professionnels si besoin, puis les inscrire en liste d'attente en attendant du coup qu'il y ait une place qui se libère, mais que les parents ne soient pas sans rien entre-temps. Donc le BPA se déroule toujours avec la même ordonnance, il faut une ordonnance, c'est jusqu'aux 16 ans du patient, pas d'épreuve, pas de compte-rendu, une note pour le médecin, 30 minutes minimum, et c'est 52 € parce que c'est un AMO20. Alors, Marie dit que de son côté, elle a choisi d'automatiser l'organisation du BPA. Elle préenregistre ses textes directement dans les raccourcis clavier, donc c'est ce que je vous parlais. Et elle a créé des trames BPA pour la note au médecin. Et donc, dans ce post, je crois qu'elle partage sa trame, un mail pour expliquer aux parents et proposer le BPA. Elle a une trame, du coup, la note au médecin. Et voilà, franchement, c'est pas mal. Ça permet un petit peu de comprendre comment utiliser le bilan de prévention. Et après, elle nous a refait un post sur les coulisses. Pourquoi ça ne charge pas? Les coulisses du bilan de prévention et d'accompagnement, étape par étape. Ça ne charge pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va essayer de recommencer. Voilà. Bah non, il bug ce post-là. Bon bah tant pis. Désolée Marie, on va aller sur le profil d'Estelle. Du coup, comme je vous le disais, Estelle avait fait ça aussi. Héros, orthophonie, ERO. Oh bah je l'ai dans ma barre de recherche déjà. Hop. Tac. Et donc nous, elle nous a fait... Lance-toi dans les bilans de prévention avec mes trames. Donc là, elle a partagé des trames. Je crois que je les ai demandées, je les ai même pas regardées. Je suis une très très mauvaise auditrice. Tac, tac, tac. Alors elle nous dit qu'on peut faire les bilans de prévention pour augmenter sa rentabilité. Et elle nous explique comment faire. Donc elle nous dit qu'il faut créer un modèle de mail à envoyer aux patients de la liste d'attente. Ou alors réclamer sa trame à elle, sur son poste directement. Elle envoie cette trame à chaque personne qui s'inscrit sur sa liste d'attente. Donc dans cette lettre, elle indique leur position dans la liste d'attente.
Ce bilan leur paraîtra donc une bonne opportunité pour avoir des réponses en attendant une place pour un bilan classique. Tac, tac, tac. Elle crée un motif bilan de prévention sur Perfactive. Donc nous, sur hashtag orthophonie, on pourrait le faire aussi. Et les patients peuvent prendre rendez-vous en fait sur les trous, j'ai l'impression. En fait, quand elle a des absents, les gens peuvent prendre un rendez-vous avec pour motif bilan de prévention. Ok, après elle nous explique comment elle fait le jour J, elle fait l'entretien, elle fournit des réponses, des supports, elle réoriente vers les professionnels. Ok, elle fait la note pour le médecin, et puis fini. Et après, elle nous a aussi fait un petit logiciel gratuit, une petite application gratuite pour calculer la rentabilité d'un bilan de prévention. Donc j'avoue que j'ai pas encore mis mon nez dedans, je voulais le faire cette semaine. Ça a l'air sympa, je pense que j'essaierai de l'utiliser et je vous ferai un retour, mais je pense que ça a l'air bien. Estelle, globalement, elle fait quand même des choses très très chouettes. Et après, elle a fait un dernier post, une base de données Notion pour faire de la prévention. Tac, tac, tac. Donc là, elle avait fait une base de données où elle a répertorié plusieurs choses à partager aux parents avec des tags, donc sûrement des conseils de prévention et des outils. Ça, c'est génial. Ok. Ouais, une base de données de prévention. Trop bien pour donner des conseils aux parents, etc. Franchement, c'est génial ce qu'elle fait, Estelle. J'ai toujours été convaincue par ce qu'elle fait, mais là, en y remettant mon nez dedans, je me dis c'est vraiment, vraiment top. Je voulais vous reparler des bilans de prévention aussi par rapport à ce dont je vous parlais hier. Oh là là, Élise. Par rapport à ce dont je vous parlais la semaine passée, les listes d'attente. Et là, ça rejoint vraiment un point de départ pour s'occuper de notre liste d'attente qui fait que grandir. Je vous ai parlé des suivis longs inadaptés, mais aussi c'est vrai que ce bilan de prévention d'accompagnement, ça permet d'être rentable tout en peut-être écrémant la liste d'attente. Et je pense que c'est aussi le but et c'est pour ça que le BPA a été créé. C'est peut-être aussi pour écrémer, comme je vous disais, les demandes abusives. Je vous en avais parlé la semaine passée des demandes abusives, des patients qui viennent et finalement ils n'ont rien, etc. Peut-être que ça peut permettre aussi d'écrémer un peu tout ça et que juste en donnant des conseils, finalement, on se rend compte que l'enfant n'a plus besoin et quand on le rappelle pour faire un bilan, il nous dit ah bah non, finalement, elle va mieux ou il va mieux, etc. Donc ça peut vraiment avoir un intérêt pour faire baisser nos listes d'attente. Ça, c'est pas mal. Et en termes de rentabilité, ben, ça, c'est génial parce que, comme elle dit Estelle, si vous faites avec une prise de rendez-vous en ligne, les parents peuvent prendre rendez-vous quand il y a un trou, surtout s'ils sont en attente, ils vont quand même checker régulièrement. Dès que vous avez un trou, quelqu'un prend un bilan de prévention, c'est nickel, franchement. En termes de rentabilité, je pense que c'est vraiment top. Et j'essaierai de voir un petit peu avec l'application d'Estelle ce que ça donne. Quel est l'objectif de cette application, etc. J'ai pas trop compris, mais je vous avoue que j'ai pas regardé en profondeur, donc voilà, on verra. Mais les bilans de prévention, j'aimerais vraiment m'y mettre. Peut-être effectivement sur hashtag orthophonie, faire un motif bilan de prévention avec des patients qui pourraient prendre rendez-vous dès qu'on a des trous. Franchement, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Faudrait que je m'y penche. Troisième sujet de la semaine, le délire des ordonnances périmées. Alors, j'ai pas recherché le post. J'aurais bien voulu le retrouver. Et peut-être que je vais mettre une note, attention, mettre en story. Je vais essayer de retrouver le post de la nana en question. Il me semble que c'était sur Ortho Info, sur un groupe Facebook, qui disait qu'elle avait eu un contrôle de la CPAM et qu'il lui réclamait 14 000 euros d'indus à cause d'ordonnances non conformes. Et donc, pour justifier, la CPM disait qu'il y avait des ordonnances qui auraient dû être en bisonne et qui étaient en classique, c'était des ordonnances classiques. Donc ça, l'un dans l'autre, je peux comprendre. Enfin, moi, je sais que j'ai quelques ordonnances qui devraient être en bisonne et qui n'y sont pas. Donc, j'ai refait un peu le point sur mes ordonnances et j'ai demandé aux patients concernés de refaire faire leurs ordonnances pour avoir des bisonnes pour pas me faire avoir. Mais par contre, ils avaient aussi demandé à cette nana, parmi les 14 000 euros, il y avait des indus par rapport aux ordonnances périmées. Mais on est d'accord que pour moi, les ordonnances n'ont pas de date de péremption pour les soins orthophoniques. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des nanas répondaient à son post Facebook. Elle disait, mais il n'y a pas de date de péremption pour les ordonnances orthophoniques. Et donc, je crois enfin, son dossier a été passé en commission, elle a fait appel. Et j'espère pour elle de tout mon cœur que cette part de trucs d'ordonnances périmées, ce sera levé parce que nous, on nous a toujours dit que les ordonnances n'étaient pas périmées. Alors, pour un bilan initial, je crois qu'il faut que l'ordonnance ait moins d'1 an. Donc ça, pour le coup, je pense que tout le monde l'applique. Mais par exemple, moi, j'ai des patients qui sont à MO14, je les vois une fois par semaine,
Dans une année, il y a 52 semaines, sauf que la MO14, ça nous permet de faire 50 plus 50 séances. Mais 50 séances, je les fais pas en un an, puisqu'il y a que 52 semaines. Moi, je prends des congés, des fois le patient est pas là. Enfin, s'il vient une fois par semaine, mes 50 séances, je les fais pas en un an. Donc, quand je renouvelle mes 50 nouvelles séances, forcément, l'ordonnance, elle a plus d'un an. C'est logique. Et je vais pas redemander une ordonnance, je vais pas refaire un bilan, alors que normalement, je peux faire 100 séances sans refaire un bilan de renouvellement. C'est ridicule. Donc, je trouve ça un peu. Puis pareil pour les patients neuro. Moi, j'ai des patients neuro que je ne vois qu'une fois par semaine, je ne peux pas les voir deux fois. Bah, c'est pareil, il y a 100 séances. Bah, les 100 séances, je ne les fais pas en un an si je les vois une fois par semaine. Et même si je les voyais deux fois par semaine, je ne les ferais pas en un an, puisqu'il n'y a que 52 semaines, encore une fois, et que moi, je prends des vacances, des fois, les patients sont absents, etc. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça que les ordonnances n'ont pas de date de péremption. Donc j'ai trouvé ça ahurissant et ça m'a fait beaucoup de peine pour cette collègue parce que je me dis putain 14 000 euros, faut les sortir quand même. Faut les sortir. Je dis moi là si je dois me sortir 14 000 balles, je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Je dois faire un crédit. Enfin je pense si c'est pas possible quoi. Donc ben j'espère que entre guillemets ça va se calmer, que la CPM va se calmer parce que bah, on fait déjà de notre mieux, on est toujours plus d'injonctions, faites attention aux ordonnances, machin. Enfin, c'est bon, quoi. On a déjà 10 000 trucs à penser. Je pense qu'on n'est pas en train de truander. Il y a des gens, je suis sûre que cette nana, en plus, était tout à fait honnête. Juste, il y a quelques ordonnances qui sont pas bonnes. Franchement, c'est déprimant. Je trouve que ça dégoûte du métier, en fait. Tu te dis, ah là là, bah là, il y a un truc qui plane sur moi. À tout moment, on peut me contrôler, on peut me pincer, on peut me demander 10 000 balles. Bah, ça peut dégoûter du métier. En réalité, moi, là, si on me demandait 14 000 euros à rembourser, ça me dégoûterait du métier, j'arrêterais. Je suis sûre que j'arrêterais. Ça me couperait la gorge, mais vraiment au point où je voudrais plus travailler. C'est mort. Mort, mort, mort. Donc, franchement, courage à celles qui ont eu des contrôles comme ça et qui ont eu des demandes d'indu totalement délirantes. Alors moi, dans les commentaires, j'ai vu qu'il fallait se rapprocher de la CPD, donc la commission paritaire départementale. Rapprochez-vous de l'AFNO, de la juriste de l'AFNO si vous êtes syndiqué. Si vous n'êtes pas syndiqué, ben, faites-le et puis rapprochez-vous de la juriste si vous avez des problèmes. C'est dommage d'en arriver là, de se syndiquer parce qu'on a des problèmes, mais si c'est bénéfique pour vous, moi je suis syndiquée, comme ça je me dis si un jour j'ai un problème, j'ai ma juriste, enfin j'ai la juriste de l'AFNO, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai pas l'impression que les orthophonistes sont celles qui creusent le trou de la sécu, hein. Il y a des pharmaciens qui font des magouilles terribles. Je pense qu'il y a d'autres professionnels du paramédical ou du médical qui font des magouilles bien terribles, alors que je pense que les orthophonistes, la plupart sont très réglo et limite, il y a des trucs qu'elles n'osent pas facturer parce qu'elles ont peur, alors qu'elles pourraient. Donc voilà, pour ce truc du délire des ordonnances périmées, franchement, ça m'a coupé la chic. Quand j'ai lu le post de cette collègue, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de peine. Et je me suis mise à sa place et je me suis dit, mon Dieu, mais il y a de quoi être dégoûté du métier, quoi. Pour finir sur les sujets de la semaine, du coup, je voulais vous parler de la revue L'Orthophoniste que j'ai reçue en février 2026, que j'avais oublié pour les précédents épisodes. Et du coup, je voulais parler du statut d'étudiant hospitalo-universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et donc, en fait, ce statut hospitalo-universitaire en orthophonie, ce serait de pouvoir accueillir, si j'ai bien compris, encore une fois, ça reste que ma traduction de ce que j'ai lu, ma lecture et mon analyse. Pour moi, ce serait du coup des étudiants qui seraient à l'hôpital et qui seraient rémunérés pour ça et qui auraient un maître de stage orthophoniste du coup. Bon, on le sait très bien, les orthophonistes en milieu hospitalier se font rares. Donc déjà, pour les stagiaires, trouver une orthophoniste à l'hôpital, je pense que ce ne sera pas tâche aisée. Et cette histoire de rémunération, du coup, ça m'a fait penser un peu à l'internat en médecine. Du coup, ce serait... En fait, c'est un projet au stade de fœtus. C'est un embryon même encore, ce projet. Donc, il n'y a rien de fait, c'est vraiment en réflexion. Ils sont en train de se poser des questions parce qu'ils ne peuvent pas faire comme pour les internes et le transposer aux orthophonistes. C'est pas possible. Il n'y a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes missions. Enfin, on peut pas transposer et faire du copier-coller. Donc forcément, il y a des questions qui se soulèvent. Notamment, essayer d'avoir assez de maîtres de stage orthophonistes en milieu hospitalier.
quelle serait la reconnaissance financière de ces stagiaires? Parce que là, on parlerait du coup de reconnaissance financière. Ça voudrait dire que, est-ce que tous les étudiants vont devoir aller en hôpital? Donc ça veut dire qu'encore une fois, il y a toujours ce problème de terrain de stage. Est-ce qu'il y aura assez de place pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des étudiants qui pourront aller à l'hôpital, donc bénéficier de cette rémunération? Et ceux qui ne pourront pas devront aller en libéral et n'auront pas de rémunération. Du coup, là, il y aurait quand même un problème d'équité, un problème d'égalité. Je pense que ça soulève aussi ce genre de soucis parce que la plupart, déjà, c'est difficile de trouver des terrains de stage, mais la plupart des terrains de stage qu'on trouve, c'est quand même du libéral parce que la plupart des orthos sont en libéral. Ça soulève des questions. Je me demande comment ils vont faire. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée. J'arrive pas à savoir si c'est une fausse bonne idée. En soi, ça m'a l'air intéressant parce que aller à l'hôpital, moi, j'ai fait un stage en SSR, j'ai trouvé ça génial. C'est pas vraiment l'hôpital, mais enfin, si, puisque c'est un service de soins de suite, mais il faut qu'il y ait assez d'orthos. Enfin, j'ai du mal à savoir comment ça pourrait s'articuler. Est-ce qu'un maître de stage pourrait avoir plusieurs orthos? Et du coup, on les mettrait dans des bureaux et puis elle ferait un petit peu de façon autonome. Dans ce cas-là, ça pourrait être que pour les 4e et 5e années. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'être discuté par la FNO avec, avec le ministère sans doute, hein, puis ceux qui ont déjà des statuts comment ils ont dit, hospitalo-universitaires, donc les internes, etc. J'ai vu qu'il y en avait aussi en maïeutique. Les sages-femmes, je crois qu'elles ont aussi ce genre de statut. À voir. À voir. Je vous avais dit que j'allais pas en parler longtemps parce que, comme je vous dis, c'est un projet embryonnaire. Hein, on est qu'aux prémices de ce projet. À voir comment ça évolue. Et je voulais vous parler d'une autre rubrique dans ce numéro de l'orthophoniste qui était le doute. Le doute, une faiblesse ou une exigence éthique du soin. Et je vais vous dire ce que je pense du doute. Et c'est à peu près ce qui se dit dans l'article. Mais pour moi, le doute n'est pas une mauvaise chose quand on est un thérapeute. Le doute doit exister. Et c'est ce qu'ils disent dans l'article de toute façon, et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'ils ont amené dans cet article. S'il n'y a pas de doute, en tant que thérapeute, c'est inquiétant. En fait, si vous ne remettez jamais en question ce que vous faites et que vous êtes sûr à 100% que ça marche, c'est que vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez aucun recul sur ce que vous faites, et vous pouvez avoir du recul sur ce que vous faites, savoir que ça marche. Dans ce cas-là, vous avez quand même du doute parce que vous remettez en question ce que vous faites. Je sais pas comment expliquer, mais si vous faites les choses sans les évaluer, sans les remettre en question, c'est que vous n'avez pas de doute, que vous vous dites ça marche, c'est sûr. Et du coup, vous avez un peu un biais ce serait lequel? Peut-être un biais de confirmation, je sais pas, ou un biais d'habitude, un biais d'expertise, enfin, un biais de se dire ça a marché avec d'autres patients, donc avec celui-là, ça marchera forcément. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est pas toujours vrai. C'est pas parce que ça a marché avec les autres patients que ça marchera avec celui-ci. Par contre, vous pouvez très bien refaire la même chose qu'avec d'autres patients, mais quand même le soumettre à évaluation, donc en faisant des lignes de base ou en faisant des évaluations régulières ou que sais-je, pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment. Et donc là, vous êtes dans le doute, puisque vous évaluez votre pratique. C'est un peu du doute, même si vous vous dites pas putain, je suis pas sûre de ce que je fais, etc. Le doute, c'est pas que ça. Le doute, ça peut être plusieurs choses. Et donc, quand vous remettez en question votre pratique et que vous évaluez ce que vous faites, vous êtes déjà dans le doute. Et du coup, vous êtes un bon professionnel, puisque vous remettez en question ce que vous faites, vous ne restez pas sur vos acquis, et vous êtes aussi capable de rebondir. Vous êtes aussi capable de vous adapter à la situation, vous évaluez votre truc, vous dites purée, ça marche pas, bon, on va essayer autre chose. Et donc, des fois, ça peut être aussi de dire ah, ça marche pas, ben, je sais pas quoi essayer, je renvoie vers un autre professionnel. Je renvoie soit vers un autre orthophoniste qui, lui ou elle, est formé en la matière, ou lui ou elle a un autre angle de vue, ou il ou elle X ou Y, ou vers un autre professionnel complètement autre, un orthoptiste, un psychomote, je sais pas. Et donc là, ça remet aussi le patient au centre de sa prise en soin. C'est pas parce qu'avec vous ça marche pas que le patient est nul ou que vous êtes nul. C'est que peut-être la relation ne rentre pas. Enfin, la relation n'est pas la bonne. Il y a des patients avec qui ça passe pas, c'est tout. Enfin, je veux dire, on reste aussi des humains, on n'est pas des robots. Il y a des patients peut-être avec qui, fondamentalement et humainement, ça ne passe pas. Des parents avec qui ça passe pas. C'est normal, c'est pas une tare. C'est pas une tare. On reste des humains. Faut aussi remettre ça au centre de ce qu'on fait. C'est qu'on est des humains et malheureusement,
En tant que professionnel de santé, par rapport à l'éthique, etc., on doit recevoir tout le monde sans différenciation. Et ça, on le fait. Mais malheureusement, il y a des gens avec qui ça passe pas. Il y a des gens avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Il y a des gens avec qui on n'a pas les mêmes... Enfin, des patients qui ont des envies et nous, on ne peut pas répondre à ces envies-là parce qu'on n'est pas outillé pour, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le background, etc. nécessaire. Ben, c'est normal. Je veux dire, il y a des relations qui ne peuvent pas se faire et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Dans cet article, il parle de différents types de doutes. Il y a le doute personnel, donc celui qui renvoie à l'image de soi, à sa confiance en tant que pro et au regard qu'on porte sur ses compétences. Et en fait, ce doute personnel, ils nous disent qu'il peut être nourri par la fatigue, la surcharge, la confrontation répétée à l'échec ou à la souffrance des patients. Ce doute personnel peut tout à fait être en lien avec la personne qu'on est sur le plan perso, et c'est pourquoi, lorsqu'il devient envahissant, il peut fragiliser le professionnel qu'on est et limiter notre capacité d'action. Donc en fait, ce doute personnel, il mérite d'être reconnu et accompagné parce qu'en fait, il a sa part dans la relation qu'on a avec le patient, mais ce doute-là ne constitue pas un doute éthique, dans le sens où c'est pas un doute, enfin, je veux pas dire que c'est pas un doute normal, mais c'est pas un doute, c'est pas un doute professionnel, c'est vraiment un doute qui renvoie de vous à vous. C'est votre confiance, c'est vous avez besoin d'être accompagné pour ça, vous avez besoin de faire un travail sur vous. C'est pas un doute qui peut venir, enfin, il va venir empiéter sur le pro parce que malheureusement, comme je vous ai dit, on est des humains. La frontière entre le pro et le perso n'est pas toujours évidente à faire, mais c'est pas un doute qu'on va choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Le doute pro, on va le choisir. Parce qu'en fait, le doute pro, ce qu'ils nous disent à l'article, c'est que ce doute professionnel concerne les choix cliniques, l'orientation diagnostique, les objectifs thérapeutiques, la pertinence d'une méthode, l'évolution d'une prise en charge. Ce doute professionnel, il est factuel, il est objectif et il est centré sur les symptômes en lien avec des référentiels théoriques et de bonnes pratiques, donc comme les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Le doute professionnel est sain lorsqu'il conduit à ajuster sa pratique, à chercher des appuis théoriques et à échanger avec d'autres professionnels. Donc c'est en ça que ce doute-là est éthique, parce que c'est un doute qu'on choisit. Alors que le doute personnel, ça va pas être un doute qu'on choisit, ça va être un doute qu'on subit, malheureusement. Et donc un doute pour lequel on doit être accompagné. Alors que le doute professionnel, c'est quelque chose qu'on va chercher. On va chercher à prendre du recul sur notre façon de travailler, évaluer nos propres pratiques pour coller au mieux à ce qu'il y a de mieux pour le patient, en fait. Et en dernier, on va avoir le doute éthique, donc selon l'article, qui est lui centré sur le patient. Il interroge le sens de l'intervention. Est-ce qu'on agit dans son intérêt? Est-ce qu'on respecte son rythme, ses besoins, son environnement? Est-ce qu'on est en train de poursuivre sa prise en charge par habitude, comme certaines collègues peuvent le faire? Je le sais. Et encore une fois, je ne vous lance pas la pierre. Est-ce qu'on est en train de poursuivre une prise en charge donc par habitude, par pression institutionnelle, que j'ai surligné, donc je reviendrai dessus, ou par difficulté à renoncer? Et donc, en fait, ce doute éthique ne juge pas la valeur du professionnel, il engage sa responsabilité. Finalement, le doute professionnel et le doute éthique, pour moi, ils sont un peu similaires et ils ne sont pas séparés fondamentalement. Ils se recoupent. Mais du coup, je reviens sur, sommes-nous en train de poursuivre une prise en charge par habitude, par pression institutionnelle ou par difficulté à renoncer? Et donc ça recoupe un petit peu ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous ai parlé de faire un suivi, car sinon le dossier MDPH ne sera pas suivi. Enfin, ne sera pas accepté, pardon. Ça recoupe exactement. Nous sommes en train de poursuivre une prise en charge par pression institutionnelle. C'est tout à fait ça. Ou par pression de la maîtresse, comme je vous en parlais aussi la semaine dernière, il me semble. Je continue le suivi parce que la maîtresse a dit qu'il ne fallait pas arrêter. Je continue le suivi parce que j'ai l'habitude, parce que j'aime bien ce patient, parce que c'est sympa. Je poursuis ce suivi par difficulté à renoncer, parce que j'ai du mal à dire aux parents que là, c'est le moment d'arrêter et que le parent, à chaque fois, il me dit non, nous, on veut continuer. C'est tout ça. Et encore une fois, je vous jette pas la pierre. Vraiment, vraiment, je veux pas que vous vous sentiez mal quand je dis ça. C'est vraiment juste un axe pour qu'on se remette tous en question, parce que moi, encore une fois, je suis pas parfaite. J'ai des suivis que je garde parce que les patients ne veulent pas arrêter et j'arrive pas à arrêter. Je pense qu'on est tous et toutes confrontés à ce genre de situation. Mais il faut qu'on essaye de les éviter le plus possible. Il ne faut pas que ce soit la majorité de vos patients, parce que sinon, dans ce cas-là, nos listes d'attente, elles vont jamais s'arrêter. Elles vont jamais s'arrêter de grandir et on va pas s'en sortir. Je voulais juste revenir sur la conclusion de cet article. Je vous la lis. Conclusion, le doute comme responsabilité. Le doute n'est ni un aveu d'échec,
ni une faiblesse professionnelle. Lorsqu'il est reconnu et travaillé, il constitue au contraire une exigence éthique. Il engage l'orthophoniste dans une posture de responsabilité, de vigilance et d'humilité, et à envisager d'autres lieux de questionnement que la pathologie du patient. Et donc douter, ce n'est pas renoncer à agir, c'est refuser d'agir sans réfléchir. Et donc c'est ce que je vous disais, douter, c'est réfléchir sur ce qu'on fait. Et douter, c'est refuser d'agir sans réfléchir. C'est un peu ça. Ça se recoupe un petit peu avec tout ce que je vous ai dit. Voilà sur cet article. J'espère que ça vous a amené à quelques réflexions sur vos propres pratiques, sur des pratiques que vous avez pu observer. Parce que des fois, en regardant les pratiques des autres, on se questionne sur notre propre pratique et ça nous permet d'évoluer. Je bois un petit coup et puis on passe aux questions. Donc, première question, utilises-tu autre chose que Indy pour faire ta compta? Est-elle vérifiée si tu l'as fait seule? Alors, je n'utilise que Indy pour faire vraiment la partie comptabilité, donc ce qui va être les factures, les justificatifs d'achat, la déclaration 2035, etc. J'utilise vraiment que Indy. Par contre, pour ma rémunération, comme vous le savez, j'utilise Orthofinance. J'en parle beaucoup sur Instagram, donc si vous êtes intéressé par Orthofinance, c'est un logiciel qui vous permet de calculer votre rémunération utilisable chaque mois en fonction du chiffre d'affaires que vous avez généré, des dépenses que vous avez réalisées et des prélèvements Carpibco URSSAF que vous avez eu ou pas. Donc c'est un super outil que vous pouvez utiliser que vous soyez orthophoniste, kiné, infirmier, podologue, j'ai dit kiné, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, diététicien, chiropracteur, dentiste. Et je crois que pour les sages-femmes, je ne sais pas si c'est OK pour les sages-femmes, mais en tout cas, c'est en cours de travail pour les sages-femmes. Voilà, donc j'utilise Indy et Orthofinance, mais pour vraiment l'aspect compta, tout ce qui va être 2035, justificatif d'achat, etc., c'est Indy. Et la première année où je me suis installée, j'avais pris l'AGAO pour qu'il revérifie ma déclaration. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'AGAO, ça me servait un peu à rien. Donc, j'ai arrêté de prendre l'AGAO. J'ai pris vraiment que Indy. C'est très bien fait. C'est très ergonomique. J'ai pas eu de problème pour l'instant. Alors, je vous dis pas que j'en aurai jamais, mais je pense avoir fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, j'avais pris AGAO l'année passée parce que comme j'étais en Martinique et que j'avais eu des soucis de voiture, j'avais dû passer une partie de la location de voiture sur mon pro parce que forcément, j'utilisais la voiture pour aller au travail. Et donc, j'avais pris la GAO pour qu'il voit un petit peu comment faire les pourcentages, etc. Et donc, c'était lui qui l'avait fait parce que c'était une situation un peu complexe. Mais à part ça, sinon, quand tu as une situation hyper simple, pour moi, ça sert à rien. À part si tu as des questions vraiment précises. Mais sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà pour ta question, Anaïs. Morgane qui me demande, a-t-on besoin d'envoyer les DAP faites avant aujourd'hui? Alors oui, nous sommes le 23 février, du coup les DAP sont définitivement supprimées. La réponse officielle pour moi c'est oui, il faut envoyer les DAP qu'on a faites avant aujourd'hui. Mais pour moi, est-ce que ça a vraiment un intérêt sachant que ça va être supprimé? J'en sais rien. Moi j'ai envoyé toutes mes DAP jusqu'à aujourd'hui. Comme ça je suis sûre d'être dans les clous. Mais je sais pas si tu les envoies pas, est-ce que tu auras vraiment des problèmes? J'en sais rien. Après, attention, comme j'en parlais dans l'émission, il y a des contrôles CPAM, donc est-ce qu'ils vont pas te pincer par rapport à ça? À voir. À voir. Sarah, tes études étaient comment? Je souhaite devenir ortho, mais la sélection me fait peur. Alors malheureusement pour la sélection, Sarah, je peux pas t'en dire plus parce que moi j'ai fait le concours à l'époque. Je suis pas rentrée en école d'ortho par Parcoursup, donc vraiment pour la sélection, j'ai vraiment peu de choses à te communiquer. Tout ce que je sais, c'est que c'est sur dossier. Ensuite, tu as un oral pour exprimer ta motivation et puis sûrement pour que les jurys puissent te voir quand même avant que tu rentres en école d'ortho. Mais les études, je vais pas te mentir, elles sont pas faciles. Les études, elles sont pas faciles. Il faut tenir les 5 ans. La première année, et pour moi, c'est la plus chiante. Je vais pas dire la plus dure, mais c'est la plus chiante. Et la deuxième aussi. Pour moi, la première et la deuxième année, tu fais vraiment rien en rapport avec l'orthophonie fondamentalement. Tu es très loin du métier d'ortho. Tu fais des trucs hyper théoriques, tu vois des trucs de neuro, tu vois des trucs d'anat. C'est très chiant. Et franchement, il faut rester motivé parce que tu te dis ça y est, je suis en école d'ortho et en fait, tu fais même pas de l'orthophonie. Donc, c'est très relou. Il faut s'accrocher. Et après, moi, la troisième, quatrième année, c'était mes meilleures années. Les meilleures années de ma vie. Je suis sortie comme une dingue. On n'avait pas trop cours. On faisait enfin des trucs d'ortho. On allait en stage. C'était trop bien. Et la cinquième année est très relou parce que tu as cours, stage,
tu as énormément de stages parce que comme tu vas bientôt exercer, tu fais beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, tu avais énormément de stages, tu avais quand même des cours à côté et en plus, tu as ton mémoire à faire. Nous, à Brest, on a été quand même vachement ménagés. C'était assez bien. On avait un jour banalisé chaque semaine pour travailler sur notre mémoire. Donc, ça, c'était très, très bien. Mais c'est quand même rude, hein. Putain, parce qu'en plus, tu te dis, allez, c'est la dernière. Une fois que celle-là, elle est passée, t'es diplômé. Et en fait, t'arrives pas à voir le bout du tunnel. C'est tellement long. T'es tout le temps en train de bosser. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Mais en même temps, maintenant que je suis diplômée, je me dis, putain, quand même, les années d'études, c'est trop bien. J'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai fait plein de trucs. Je suis sortie. Je me suis amusée. J'ai vraiment vécu ma vie d'étudiante. Je regrette rien. Je regrette rien parce que j'ai vraiment vécu ma vie d'étudiante. J'ai profité. J'ai bossé. J'ai pas laissé tomber mes études. J'ai bossé. Mais j'ai aussi profité. J'ai réussi à allier les deux. Et du coup, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. C'est sûr et certain. Je referais mes études exactement de la même manière. Je bosserais pareil et je profiterais pareil. J'ai réussi à trouver, malgré moi, un équilibre entre les études et la vie d'étudiante parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans notre meilleure période. On a entre 18 et 23 ans. Si on ne profite pas à ce moment-là, on ne profitera jamais. Donc, les études ne sont pas faciles mais je pense que tu peux trouver un équilibre quand même. Après, ça dépend des centres de formation. Moi, je te parle vraiment de mon centre de formation à Brest. Voilà pour te répondre, Sarah. Salomé, tu exerces dans quelle ville? Tu t'es installée directement après tes études? Alors, je dirais pas la ville dans laquelle je suis installée pour des soucis d'intimité. J'ai pas envie de dévoiler au grand public où j'habite, où je travaille, mais je suis dans la région des Hauts-de-France et j'ai déjà dit plusieurs fois que je bossais dans le Pas-de-Calais, donc je peux le dire. Je suis dans le Pas-de-Calais. J'habite et je travaille dans le Pas-de-Calais. Euh, je me suis pas véritablement installée directement après les études, puisque comme je vous ai dit dans les sujets de la semaine, j'ai commencé par une collab en Martinique. J'ai fait 1 an de collaboration en Martinique direct après mon diplôme. J'ai fait, en rentrant en métropole en juillet 2024, j'ai fait juillet, août, septembre, octobre, j'ai fait 4 mois de remplacement de congé mat et ensuite je me suis installée. Voilà, et Salomé avait d'autres questions. Comment tu as fait pour financer ton installation? Comment as-tu trouvé un cabinet? Alors moi, du coup, comme j'ai fait collab et remplat avant de m'installer, j'avais de la trésor. J'avais de la trésor, j'ai aussi récupéré des meubles de chez moi. J'ai récupéré des meubles de mon appart étudiant que j'avais laissé chez ma mère dans son grenier pendant mon séjour en Martinique. Donc j'avais ma table de salle à manger, j'avais des chaises, j'avais des meubles de rangement que j'ai réutilisés pour mon cabinet. J'ai juste réinvesti dans ma grande armoire où il y a tous les jeux. Donc je l'ai payé genre 300 € chez Ikea. J'ai acheté mon ordi, j'ai acheté mon imprimante. Et après, j'ai acheté au fur et à mesure pour éviter de faire trop d'achats d'un coup. Et pareil, mon ordi, je l'ai payé en 4 fois sans frais. Donc j'ai étalé les frais sur plusieurs mois. Donc en fait, j'avais mon ordi, je pouvais déjà bosser, même s'il n'était pas payé. Je l'ai payé en 4 fois sans frais. Mon meuble, je l'avais payé 300 €, donc ça allait, je l'ai passé en frais pro. Mon imprimante, je l'ai payé assez cher aussi, mais bon, c'est tout, j'avais dû la payer, donc je l'avais payé direct quand je me suis installée. Il y a eu un mois où j'ai eu beaucoup de dépenses, mais ça s'était bien étalé quand même. J'avais réussi à bien gérer mon truc parce que j'avais anticipé. Et pendant ma collab et pendant mon remplat, j'avais aussi acheté un peu de matériel tous les mois. Enfin, peut-être pas tous les mois, mais j'avais acheté du matériel régulièrement. Donc, quand je me suis installée vraiment, moi, en tant que titulaire, j'avais déjà un peu de matos. Par contre, j'ai dû racheter Evalo. Donc, ça a piqué aussi quand je les ai achetés. C'était très cher. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre qui était très cher? C'était surtout ça, hein. Evalo, ça m'a vraiment coûté cher. Mon imprimante, mon ordi. C'était vraiment les trucs qui m'ont coûté le plus cher que j'ai acheté. Mais du coup, j'avais de la trésor, comme j'étais en collab et en remplat. Et j'ai essayé d'étaler quelques paiements et j'ai essayé de récupérer. En fait, j'ai pas investi dans plein de meubles, j'ai essayé de récupérer des meubles que j'avais déjà et j'ai meublé mon bureau comme ça. Voilà pour te répondre, Salomé. Jeanne, quelles dépenses peut-on envisager chaque mois? Je suis étudiante. Alors, c'est très simple. On va prendre mon petit tableau de dépenses. Je vais le sortir. Je ne vais pas anticiper du coup. Mais c'est pas grave, je vais te le sortir. Je vais devoir le trouver assez rapidement. Ici. Alors, dépenses. Alors, en loyer, moi, je paye vraiment pas cher. Je paye 360 € de loyer. Je suis en campagne. Mais globalement, en loyer, moi, j'entends souvent des 600, 700. Donc, on va partir sur 600. Ton logiciel comptable, si tu prends comme moi, tu prends Indy, tu l'as à moins de 30 € par mois. Bon, on va faire 30 €. Si tu prends un comptable, ce sera 100 € par mois. La FNO, tu n'es pas obligé de la prendre. Moi, je l'ai prise, c'est 22 € par mois. Donc voilà, on la compte pas. Ta prévoyance, ça dépend ce que tu prends comme contrat. Moi, là, à l'heure actuelle, je paye 30 € par mois, mais elle n'est pas terrible. Donc, je vais bientôt la réviser pour pouvoir avoir
un truc correct quand je partirai en congé mat. Je vais bientôt, alors c'est pas tout de suite, hein, je suis pas enceinte, mais je vais bientôt revoir un petit peu mon contrat de prévoyance parce qu'il est vraiment pas terrible, il me rémunère pas très bien si je m'arrête. La mutuelle, tu peux la passer en pro aussi. Moi, en ce moment, ma mutuelle, elle est à 12 euros, mais elle est vraiment pas chère. Elle est très, très nulle, ma mutuelle. Ta RCP, au début, quand tu t'installes, c'est 3 euros par mois si tu prends la MACSF. Ton assurance locale, bah, encore une fois, ça dépend de ton local. Moi, je dirais que tu en auras quand même entre 15 et 20 euros. J'ai mis 15 euros. Forfait de téléphone, moi, j'ai pris un forfait de téléphone de merde qui me coûte 3 euros par mois, mais qui est largement suffisant. Tu peux trouver des forfaits de téléphone vraiment pas chers. Moi, j'ai pris Canva. Il y a plein d'orthos qui ont l'abonnement Canva, donc 9 euros par mois si tu prends l'abonnement annuel. Ton logiciel de télétransmission, si tu prends soin de 1000, tu en as pour 20 euros par mois. Si tu es sur Mac comme moi, tu en as pour 30 euros par mois avec Topaz. Donc je te mets 30 euros, comme ça j'ai le prix le plus élevé. Les frais de banque, si tu as un compte pro, et ben, compte pro pour moi ça coûte à peu près entre 20 et 30 euros par mois. Donc je te mets 20 euros par mois. Après, moi j'achète des CESU, mais ça on va pas compter. J'achète des chèques vacances, on compte pas. Et après, c'est que des trucs pour Ortho Sereine. Là, j'ai Memogo aussi, mais ça, pareil, c'est un abonnement pas obligatoire. Mais vraiment en frais de base, là, je t'ai mis donc le loyer, Indie, la prévoyance, la mutuelle, la RCP, l'assurance locale, le forfait de téléphone Canva, logiciel de télétrans et les frais de banque. Pour moi, j'ai fait le tour. Et ben, t'es à... Ah oui, bah oui, si je fais pas la formule, forcément, ça peut pas aller. Je vais te dire ça. Ça fait, s'il te plaît, fais-moi le calcul. 750 euros. Avec un loyer à 600, hein, sachant que moi j'ai un loyer à 360. Je pense que tu peux t'en sortir pour 800 euros de charge hors URSSAF et Carpimco. L'URSSAF et la Carpimco, je peux pas te la calculer parce que ça dépend trop du chiffre d'affaires que tu vas faire, etc. Pour ça, je te conseille du coup de prendre Orthofinance avec mon code ELISE20. Si tu connais pas Orthofinance, du coup j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur Instagram où je parle d'Orthofinance. Ça te prévoit tes cotisations URSSAF et Carpimco en fonction du chiffre d'affaires que tu fais et des dépenses que tu réalises. Mais les charges vraiment d'usage, pour moi, 750 euros par mois de fixe quand tu débutes, c'est pas déconnant. Pour moi, tu seras à peu près à ça. Si tu as un loyer à 600, pareil. Après, si tu as un loyer à 900, forcément, ça augmente tout, hein. Tu es à 1000 euros, 1052 euros. Voilà pour te faire un petit visuel de ce que tu peux avoir comme dépenses. C'était... Qui m'a posé la question? C'était Jeanne. Voilà, Jeanne, pour te répondre. Maëlys, tu penses faire que de l'orthophonie jusqu'au bout de ta carrière ou aussi d'autres jobs? Alors, j'ai toujours dit que je suis... Comment formuler ça? J'ai toujours dit que je ferais pas d'orthophonie toute ma vie, mais en même temps, je peux pas en être certaine. J'en sais rien, ça se trouve, quand j'aurai 60 ans, je serai encore orthophoniste derrière mon bureau, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ce que je fais à l'heure actuelle avec OrthoSereine, etc., c'est déjà un bon indicateur sur le fait que je pense pas faire de l'orthophonie toute ma vie. Même si j'adore ce métier, il y a plein de trucs qui font que ça me dégoûte un peu, que ce soit les relations avec les parents, que ce soit l'irrespect de certains enfants, que ce soit les contrôles CPM dont je vous parlais tout à l'heure, les obligations, les charges, etc. Je sais pas. Je sais pas, je vous dis, ça se trouve, dans 40 ans, je serai encore ortho et voilà, mais pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, je continue. Il n'y a pas de problème. Par contre, si un jour la CPM me demande 14 000 euros de remboursement parce qu'il y a des délires avec les ordonnances, ouais, je pense que j'arrêterai. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de quoi être dégoûté du métier et de tout arrêter, de se reconvertir et d'ouvrir une ferme. Moi, je suis hyper adaptable. J'ai toujours fait plein de jobs quand j'ai été étudiante. J'ai bossé dans le commerce, j'ai été animatrice, j'ai fait plein de trucs. Enfin, globalement, j'ai pas trop peur. Là, avec OrthoSereine, je fais un petit peu d'argent. Je sais pas comment ça va évoluer. Ça se trouve, je pourrais rien faire de fou avec OrthoSereine, mais pour l'instant, ça me permet d'avoir un complément de revenu, un complément de revenu. Mais je m'étais même dit un jour, vas-y, je rachète une bâtisse, je la retape et puis je fais une chambre d'hôte, tu vois. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Mon père a toujours été comme ça, et je pense que je tiens ça de mon père. Mon père, il voulait racheter un resto. Il y a toujours eu des projets un peu fous comme ça. Et finalement, il n'y a rien fait. Et je pense qu'il a quelques regrets, mais je dis pas que j'ai pas envie de vivre avec des regrets, mais j'ai pas non plus envie de faire n'importe quoi. Je sais que l'orthophonie, c'est aussi un métier relativement safe. Il y aura toujours du travail, sauf le jour où ce sera plus remboursé par la Sécu, ce sera plus du tout la même chose, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un métier safe, un métier dans lequel je me sens bien, un métier dans lequel j'ai plein de liberté, un métier avec lequel j'ai plein d'avantages.
Je suis pas sûre de le quitter tout de suite, mais je dis pas que je resterai à ce poste-là toute ma vie. Peut-être que plus tard, je ferai du salariat. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Faut voir les conditions, faut voir comment ça évolue. Voilà pour te répondre. Et dernière question de Céline. Tu perds quel pourcentage de ton chiffre d'affaires pendant les vacances d'été? C'est une question hyper intéressante. C'est quelque chose que j'ai jamais calculé. Parce que ben là, ça fait même pas 3 ans que j'exerce et sur les 3 dernières années, autant vous dire que j'ai fait plein de trucs différents. J'ai été 1 an en Martinique, 4 mois en Remplat, là ça fait à peine 1 an que je suis installée. Donc je peux pas vraiment avoir de recul parce que mon premier été, j'ai basculé de Martinique à Remplat. Et mon deuxième été, c'était mon premier été en tant que titulaire. Donc je sais pas trop. Et puis moi, je m'arrête pas l'été. Je bosse. Et s'il y a des trous, souvent quand même, je baisse le régime. En fait, je peux regarder sur Indeed pour voir un petit peu ce que ça a donné l'année passée. Je baisse de régime forcément parce qu'il y a un peu moins de monde, mais souvent j'arrive à compenser avec des bilans et avec des suivis de démarrer en septembre. Juin, tu vois, en juin j'ai fait 6 000, en juillet j'ai fait 7 300, ça va. 6 400. Franchement, je perds pas énorme en C1. Mes mois les plus bas, c'était avril et mai. Et en même temps, c'était en 2025. Non, 2025, je l'ai bien installé. Avril et mai, c'était mes mois les plus bas. Juin, juillet, août, globalement, ils sont dans la moyenne. Je trouve que je perds pas énormément l'été. J'arrive quand même à compenser. Et moi aussi, la différence, c'est que j'ai quand même pas mal de patients adultes qui sont cérébrolésés ou neurodèges et donc qui partent pas forcément en vacances, qui restent chez eux. Donc ça, forcément, ça impacte moins mon chiffre d'affaires que des enfants ou des jeunes qui partent en colo ou qui partent en vacances avec leurs parents. Donc ouais, non, franchement, je perds pas énormément de chiffre d'affaires l'été, de par mon organisation, de par le fait que je compense avec des bilans, et puis comme j'ai des suivis courts, j'ai des patients avec qui j'arrête à l'été et je reprends, du coup, je fais des bilans et je commence le suivi en septembre. Et mes patients neuro qui partent pas en vacances, qui sont là globalement toute l'année. Voilà pour te répondre, Céline. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait un moment que je blablate là. On est quand même à 1h10 à peu près, un peu plus d'1h10, donc ça va. Je trouve que j'ai parlé de plein de choses. J'ai essayé de pas trop m'étaler sur les sujets. Après, il y avait des sujets pour lesquels j'avais pas grand-chose à dire, mais je trouve que ça va. J'ai pas trop déconné là sur la durée. Pour la semaine prochaine, eh ben, j'ai rien noté parce qu'en fait, je suis en vacances, donc il n'y a rien de bien spécial. On se retrouve quand même dimanche pour le 7e épisode. Je vous raconterai un petit peu ma semaine de vacances. On verra, il y aura peut-être des choses intéressantes à raconter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine numéro 9 de 2026. Je vous souhaite beaucoup de courage pour celles qui travaillent. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui, comme moi, sont en vacances. Je vous souhaite d'avoir la santé, d'être heureux et de... Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute chaque semaine, de vos retours positifs. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous en ressentez l'envie. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me booste et ça me motive à continuer ce que je fais parce que je me dis que ça a un vrai intérêt, que les gens sont vraiment intéressés et qu'ils aiment ce que je fais. Je peux pas vous expliquer comme ça me galvanise en fait. Vos retours positifs, c'est hyper important pour moi. Et je pense que sans ça, j'aurais déjà abandonné depuis mais tellement longtemps, que ce soit le podcast ou même Orthosorène en général. Si j'avais pas vos retours positifs réguliers, j'aurais tout lâché, c'est sûr. C'est sûr. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre écoute. Et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse semaine numéro 9. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.